présenté par Christophe sur France Maghreb et France Maghreb 2. Mon Ramadan à moi, chaque jour un invité, une personnalité. Aujourd'hui, c'est un véritable honneur de recevoir celui qui va nous faire découvrir certainement une nouvelle culture au travers de sa religiosité. L'imam Mohamed Bajrafil. Bonjour, salam alaikum, cher Mohamed. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors on parle évidemment avec nos invités de Ramadan, d'enfance, de premier Ramadan, etc. Alors je suis sûr qu'avec vous on va apprendre une multitude de choses parce que Mohamed Bajrafil, je ne trahirai aucun secret en disant que vous êtes né aux Comores. Oui, je suis né aux Comores, exactement. Oui. Alors expliquez-nous un petit peu comment ça se passe quand on est un petit Mohamed Bajrafil, on est tout petit. On ne fait pas le Ramadan, mais quelle est l'instruction religieuse que l'on reçoit de la part de ses proches aux Comores? Comment ça se passe? Alors, la première chose qu'on nous enseigne, c'est à l'âge de 2 ans et demi, 3 ans, de partir à l'école coranique, qu'on appelle en langue comorienne le chioni, qui littéralement veut dire dans le livre. Donc on nous met dans le livre, c'est la première marche que nous faisons. Et puis bien entendu on est initié très rapidement dans le bain de la pratique religieuse, parce qu'en réalité tu nais mais il y a des mosquées partout, tu vois les gens aller partout à la mosquée, à la maison, c'était mon cas, mais je pense que c'est aussi le cas de tout le monde. Tu vois ta mère, ton père, tes grands frères, tes grandes sœurs, tout le monde avec un Coran. Donc tu n'as pas d'autre choix que d'au moins savoir lire le Coran. Et ça a été dans cette ambiance-là, que je suis né et grandi, cher Christophe. Donc ça veut dire que quand on est aux Comores, on baigne dès le plus jeune âge dans la religion, sans même avoir le temps, j'allais dire, de se poser des questions. C'est comme ça, c'est pas autrement. Alors il fut un temps où c'était comme ça. Malheureusement, les choses ont changé. On a introduit des maternelles, etc. Alors que la maternelle, c'était l'école coranique. L'école coranique qui n'était pas seulement un endroit où on recevait des enseignements purement religieux ou exclusivement religieux. Il y avait des enseignements en rapport avec le savoir-vivre, parce que c'était en réalité le premier endroit où tu te retrouvais dans un environnement social. On y recevait également la culture de la terre, le respect des aînés, parce que le professeur, le maître, qu'on appelle en comorien le fundi, qui est un mot turc voulant dire le monsieur, Effendi, qui a donné en Égypte Fendem, en égyptien, pardon. C'est la même racine à peu près. Donc le fundi, c'est celui à qui on voue respect et qui nous transmet le savoir. Donc on le sert parce qu'il nous donne en échange son savoir. Il y avait ce qu'on appelait les jeudis du prof, Yahoua Yafundi, on disait, qui était en fait des jours, un jour dans la semaine, le jeudi, pendant lequel on partait au champ, le champ du professeur, du maître, du fundi, pour cultiver la terre, pour prendre des choses et ramener chez lui. Bref, c'était dans cette ambiance-là que on grandissait. Il n'y avait pas de maternelle et on n'était pas envoyé à l'école entre guillemets française avant au moins de maîtriser la lecture du Coran dans son ensemble, ce qui fait qu'on partait à l'école française à l'âge de minimum 7 ans, le temps de maîtriser la lecture du Coran. Donc c'est l'apprentissage du Coran qui prime avant toute chose. C'est l'apprentissage il fut un temps, en tout cas de mon temps, donc ça remonte maintenant à une trentaine d'années, on était d'abord
initié au Coran avant d'être initié à autre chose. D'accord. Alors, Mohamed Bajrafil, pour parler plus précisément du Ramadan, est-ce que vous vous souvenez de comment ça se passait quand vous étiez petit, le Ramadan aux Comores, avant de nous parler de votre Ramadan à vous, c'est-à-dire de la première fois où vous l'avez fait? Est-ce que quel souvenir gardez-vous de ces Ramadans, de cette ambiance ramadanesque aux Comores lorsque vous étiez petit? Alors, l'ambiance que j'ai gardée en tête et qui, pour être honnête avec vous, cher Christophe, me hante, me suit, me colle à la peau, c'est cette ambiance de chant religieux, cette ambiance d'odeur particulière que je n'ai jamais retrouvée nulle part. Même le temps. Il y avait un temps ramadanesque particulier que je ne saurais en réalité décrire parce que c'est particulier en fait. Et ça fait maintenant 18 ans que je ne l'ai pas vécu. Mais un temps particulier où tout est organisé en fonction du Ramadan. Les prières de nuit, les chants que dans la nuit les gens chantaient pour réveiller les personnes à la fois pour qu'ils prennent le suhour, mais aussi et surtout pour les prières dites de nuit. Il y avait également les cours d'exégèse du Coran. C'était aussi le mois pendant lequel mon prof de grammaire, Cheikh Abou Bakr, mon oncle, Allah yahfadhu, il venait chez nous dans la journée nous apprendre la grammaire, alors que d'habitude c'était nous dans les autres mois qui partions dans sa mosquée en faisant à peu près 3-4 kilomètres, voire plus, à pied pour aller à sa rencontre aux alentours de 2-3 heures du matin. Donc c'était aussi le mois où il y avait les cours d'exégèse, tafsir al-Qur'an. J'ai en tête celui du maître de mon père et aussi mon maître qui est une sorte de grand-père, le grand moufti, l'ancien grand moufti des Comores, auquel j'ai eu la chance d'assister petit. On m'y emmenait, alors on y allait à pied, c'était dans la capitale, ça nous paraissait très lointain, bien qu'en réalité ça doit faire à peu près une dizaine de kilomètres, mais c'est un bien grand mot, peut-être 5-6 kilomètres, peut-être, je ne sais pas, ou peut-être 10 kilomètres. En tout cas, à pied, à faire ça fait tous long, les soirs, après la prière de Asr, c'était un peu long, ça nous paraissait long. Et j'y allais, j'étais tout petit. Et je me rappelle que, et ça va vous faire rire, cher Christophe, parce que la mosquée de la capitale, la mosquée de Moroni, c'est l'ancienne grande mosquée, c'était dedans que se faisaient ces cours. Eh bien, en fait, elle est en face de la mer, et notamment d'un endroit où étaient attachés les boutres, notamment ceux qui ne servent plus à rien. Et la mer y arrivait. Et du coup, je me rappelle que, parce que je ne sais pas nager, on me laissait pas sortir, donc j'ai jamais appris à nager, eh bien, on y allait, et, bon, étant donné qu'on était tout petit à l'âge de 5-6 ans, des fois on fuguait le temps du cours, on allait dans la mer, parce que j'ai juste à côté, c'est à même pas 5 mètres. Ouais. Et je me rappelle que comme je ne savais pas nager, parce que je suis d'une ville plutôt rurale, eh bien on se déshabillait, on s'essayait, et on estimait qu'on avait nagé quand une vague venait et nous tapait dessus. D'accord. Et depuis, vous savez toujours pas nager? Je ne sais toujours pas nager, comme je ne sais toujours pas faire de vélo, parce que j'ai jamais eu l'occasion, ni le temps, ni les moyens d'en faire. D'accord. Finalement, quand vous regardez un petit peu, vous revenez un petit peu en arrière dans votre enfance, comment vous la qualifiez, cette enfance? D'enfance heureuse, studieuse? Est-ce que vous avez le temps de faire quelques bêtises, Mohamed Bajrafil? Heureuse, oui, jusqu'à la mort de maman. Et puis studieuse, oui, même si en fait je réalisais pas que je faisais quelque chose d'extraordinaire en réalité, parce que
J'aimais bien ce que je faisais. En même temps, je pense pas que j'avais autre chose à faire. En fait, je sais pas jouer au foot, je sais pas faire grand chose en réalité dans la vie. Et je pense que j'étais plus ou moins bon à l'école, dans les matières qu'il fallait apprendre et peut-être donc oui, une enfance studieuse. Alors quelques bêtises, sans doute paraît-il que j'étais certainement, apparemment j'étais intrépide. J'avais pas peur et du coup il y avait une maison, nous on habitait au début dans une maison en paille Ouais. et comment dire, et le père Allah yahfadhu il avait commencé à construire une maison en dur et il avait fait une espèce de comment dire, de béton qui donnait sur un vide en fait. Et je suis tombé dedans à peu près au haut de 2 mètres ou 3. Mais pour un garçon, j'étais très jeune, je devais avoir peut-être 5-6 ans quand je suis tombé de là-haut. Il y a mon grand frère Ali, Allah yahfadhu, quand il m'a vu tomber, il y avait, disait-on, une espèce de croyance populaire là-bas qui disait qu'apparemment quand on tombe de haut, apparemment on bondit et c'est la deuxième fois qu'on se fait mal. Donc mon grand frère, quand il m'a vu partir dans le vide, il s'est lancé lui aussi pour m'empêcher de bondir. Alors c'est du n'importe quoi, mais bon, c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Ouais. Et puis voilà, cher Christophe. Donc, alors, Monsieur Bajrafil. J'ai joué au billes aussi. Ah, au billes quand même. Ah, quand même. Oui, mais des billes particulières. On n'avait pas les billes d'ici, c'était des billes d'un arbre là-bas qu'on appelle le shajaratu zayt, l'arbre à l'olivier en fait. Ouais. Vous diriez ici, mais zayt là-bas c'est en arabe, c'est de l'huile. Donc mais ces billes ne servaient pas à faire ça. Alors il y avait toute une croyance autour. On disait que c'était l'arbre auquel on allait prendre cueillir ces billes. C'était un arbre qui était habité par des djinns et qu'il fallait pas rester, je ne sais quoi. Enfin bref, il y avait tout un ensemble de choses autour de ça. C'est un des rares jeux auxquels je sache jouer. Et puis j'ai joué au Scrabble, mais plus vers l'âge de 10 ans, parce qu'on n'en avait pas en fait. Ouais. On y viendra sans doute. Alors Mohamed Bajrafil, maintenant on va parler de votre ramadan. À quel âge vous avez fait votre premier ramadan entier? Et est-ce que vous aviez d'abord essayé, quelques années auparavant, de faire quelques journées d'initiation? Alors comment ça se passe là-bas aux Comores justement? Alors là-bas, ça se passe de la manière qui suit. Il y a un jeûne, un jour de jeûne qui est le jour du Mi'raj, que les Comoriens ont trouvé je ne sais où, le jour de l'ascension du prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'observe un jeûne national, tout le monde qui jeûne, et ce jour-là que les enfants utilisent pour s'initier au Ramadan, au jeûne. Donc si on y arrive, alors on recevait, je me rappelle, des cadeaux. On avait droit soit à un cocotier, soit à une poule. Mais en tout cas, ça se savait en fait. On était récompensés par rapport à ce que nous faisions. Donc c'était généralement le premier jour, parce que je pense pas que ça se fasse encore aujourd'hui, que nous faisions comme... à quel âge ça commence, Mohamed Bajrafil? Vers l'âge de 5-6 ans, mais en même temps, là-bas, on pouvait se permettre, parce que le jeûne, c'est un jeûne de maximum 11 heures. C'est pas le cas ici, on a des jeûnes de 18h30, 19h. Donc, vers l'âge de 5-6 ans, on fait cela. Alors, il y a une pratique assez marrante également, parce que jeune, quand on entend justement, c'est un peu vache des fois, parce que notamment le 27e jour du Ramadan,
il y a là-bas ce qu'ils appellent Maganga. Maganga, c'est ceux qui ne jeûnent pas. Et les enfants jouaient à un jeu qui était parfois... Enfin, c'était assez marrant. C'est qu'en fait, il y a les plus grands venaient et ils nous tendaient un piège. Ils savaient par exemple que l'enfant de 5, 6, 7, 8 ans ne jeûne pas forcément. Et ils viennent avec de très bons mets, ils nous les présentent en pleine journée, etc. Donc forcément, on est attiré. Parce qu'on peut manger et on y va. Et eux, ils viennent derrière avec des espèces de comment dire, de feuilles de feuilles de cocotier tissées sous forme de nattes et ils nous tapent dessus en chantant un chant disant Garjoulam Sanada Sinani Bonu Maganga. On va manger un jour avec vous, vous qui ne jeûnez pas. Simbo na Simbo Banguzila Usoni. On te donne des coups des devant et des derrière. En fait, c'était un jeu assez jovial, mais je ne pense pas qu'on y joue encore aujourd'hui. Donc c'était dans cette ambiance-là que l'on... Donc finalement... Forcément, l'année d'après, on se disait, tiens, je vais pas me faire avoir, ils m'auront pas, je me ferai pas avoir. Et puis quoi d'autre encore tout le monde, à peu près à l'âge de 5-6 ans, on commence à se dire, tiens, je vais jeûner. Et les parents nous y aident, nous y accompagnent en disant, tiens, tu jeûnes jusqu'à midi. Il a jeûné aujourd'hui. En réalité, on a tenu jusqu'à midi. Parfois, on se cachait, on mangeait, on venait, on disait qu'on avait mangé. Enfin, c'est des jeux de gamins à l'âge de 5-6 ans, voilà. Alors, finalement, quand on vous écoute bien, et c'est très intéressant parce qu'on découvre finalement toute une nouvelle pratique, une nouvelle culture. Mohamed Bajrafil, sur ce jour de jeûne national, finalement, tous les ans, ce qui permet d'initier, comme vous le disiez, les enfants, puis ceux qui ne jeûnent pas aussi le reste de l'année. Donc c'est très bien. Mohamed Bajrafil, à quel âge maintenant est-ce que vous vous rappelez à quel âge vous avez fait votre premier Ramadan entier? Je pense que c'est autour de 6-7 ans à peu près. Ah oui, très jeune. Oui. Très jeune, très précoce, l'ami Mohamed Bajrafil. Une journée entière, vous voulez dire? Non. Un ramadan complet pendant un mois. À l'âge de 8 ans, je pense, à l'âge de 8-9 ans. Ce qui est déjà très tôt, hein, il faut le dire. Ouais. D'ailleurs, on en profite pour rappeler la règle là-dessus. La règle religieuse, c'est quoi? C'est on doit faire le ramadan dès la puberté, hein, pour un garçon. Oui, mais nous là-bas, on était initiés très tôt, mais en même temps, c'est ce que j'aimerais que ceux qui nous écoutent comprennent. Les journées là-bas sont des journées de 11 heures, cher. Ah oui, oui. Christophe. Oui. Et ici l'été, parce que là, on va encore faire le jeûne en temps ou en heure estivale pendant au moins. On est parti pour près d'une dizaine d'années, hein, parce que il faut compter que tous les ans on perd 10 jours ou on gagne 10 jours. Oui. Donc le calendrier, on passe en heure d'été, je crois, je sais plus à quel mois déjà, en avril. Mois de mars. Hein? Mois de mars, oui. Voilà. Donc il y a encore pas mal de souffrance. Mohamed Bajrafil, je vous propose de marquer une petite pause et on se retrouve dans un instant pour la deuxième partie. C'est vraiment ultra intéressant. Restez avec nous sur France Maghreb 2. Vous allez voir, on n'a pas fini d'apprendre avec l'ami Bajrafil sur France Maghreb 2. C'est un réel plaisir de vous avoir aujourd'hui avec nous. Mon Ramadan à moi, présenté par Christophe sur France Maghreb et France Maghreb 2. Mon Ramadan à moi, présenté par Christophe sur France Maghreb et France Maghreb 2. Mon Ramadan à moi, ou plutôt le Ramadan de Mohamed Bajrafil qui est avec nous sur France Maghreb 2 et ce depuis 15 heures. Mohamed Bajrafil, on a beaucoup parlé de votre enfance, vous avez fait découvrir donc des différentes traditions, pratiques aussi du côté des Comores, là où vous êtes né. On va maintenant un peu plus avancer, si vous le permettez, entrer maintenant dans ce qu'on appelle l'adolescence.
le Ramadan, évidemment, on l'a compris aux Comores, on y est très vite baigné dedans à l'intérieur. Est-ce que vous pouvez d'ailleurs nous expliquer comment se passe une journée type de Ramadan aux Comores, avec également la manière, c'est ça aussi qui est intéressant pour l'avoir vécu aussi, de rompre le jeûne aux Comores ou à la comorienne. Comment ça se passe? Alors une journée de Ramadan, c'est une journée qui est ponctuée de rites. En fait, on lit le Coran énormément. On va à l'école, bien sûr, si c'est pas une période de vacances. Et puis jusque la prière de Asr qui a lieu là-bas en moyenne autour de 16 heures de l'après-midi. On va à ses occupations, on lit le Coran et c'est tout. Après, quand on va à l'école, bien entendu, si on est élève ou on travaille, sachant que généralement ceux qui travaillent finissent leur journée de travail comme dans les pays chauds à 14 heures. Il faudrait peut-être qu'ils fassent monter l'heure un peu plus tard. Mais bon, c'est autre chose. Et puis, quand 16 heures vient, donc quand la prière d'Asr vient, là, tu as des durous partout, des durous d'exégèse, qui se font un peu partout. Et pendant le mois de Ramadan, il n'y a pas de musique dans les radios nationales, rien, aucune musique n'est diffusée, que des chants religieux et la lecture du Coran ainsi que des cours de religion. Et puis quand l'heure de la rupture vient, il y avait à la radio nationale, c'est des choses qui m'ont marqué, qui me manquent en réalité. Il y avait des chants qui accompagnaient après les cours d'exégèse, des chants religieux qui accompagnaient jusqu'à la rupture du jeûne, et même pendant que nous rompions le jeûne, il y avait ces chants d'une beauté incroyable qui te pénétraient de part en part et qui te laissaient sans voix en réalité. Ce qui fait qu'on s'est retrouvés, quasiment tout Comorien de mon âge connaît ces chants, tout jeune Comorien de mon âge connaît ces chants, et c'est assez marrant de voir que on était tous marqués de la même manière parce que tout le monde les connaît sans avoir eu besoin de les apprendre autrement qu'en les écoutant. Et puis la rupture du jeûne se fait en famille, généralement autour du père. En tout cas, c'était mon cas à moi. Je rompais le jeûne avec mes frères et mon père, parce que mon père s'étant marié, et étant donné qu'au Comores on va chez la femme, donc on était chez mes tantes, les épouses de mon père, ou les belles-mères comme on les appelle, même si le terme belle-mère n'existe pas en comorien, c'est ta mère, donc tu l'appelles maman. Et on rompait avec papa. Généralement, nos sœurs ne venaient pas, elles rompaient entre elles. Et nous, entre garçons, mes deux petits frères, et, avec avec mon père, et on rompait. Et certes, des amis à moi que j'invitais, eh bien, on rompait le jeûne. C'est aussi quelque chose qui me manque. Comment ça se passe justement? Qu'est-ce qu'on mange? Quels sont les plats traditionnels aux Comores? Alors les plats traditionnels aux Comores, il y a beaucoup de bouillon, beaucoup de soupe, enfin soupe, mais pas les soupes d'ici, plutôt des bouillons qu'on appelle en comorien oubou, qui sont faits à base de farine de riz, que l'on, comment dire, mou avec ce qu'on appelle raha en arabe. C'est une espèce de meule que l'on utilise, ou de moule qu'on utilise pour bien moudre le riz. Et ensuite on met je vous dis autant que je vous donnerai autant d'informations que je connais, parce que je suis un piètre cuisinier, mais autant que je m'en souvienne, c'est comme ça que c'était fait. On y mettait
du poivre et on moulait en même temps. Pas à la mouline à interne, bien entendu, parce que ça reste sec. Après, on fait cuire. Ensuite, il y avait quoi? Du thé comorien au gingembre ou au sentier, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, un truc qui sent très 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 bon, ou à la cannelle. On buvait, on mangeait après, donc il y avait des gâteaux qui allaient avec, donc ça c'est l'entrée, des gâteaux ainsi que des bananes vertes frites et du fruit à pain frit, avec du poisson bien entendu si les moyens le permettent, parce que c'est pas tout le temps le cas, et de la viande également, d'autres gâteaux traditionnels comme un gâteau qu'on appelle le mukatassiniya, un gâteau qui est fait à la base de comment dire de pareil de riz que l'on moud également, mais que l'on mélange avec du sucre, etc. Enfin bref. Et puis quoi d'autre encore? Donc nous avions une table qui était plutôt bien garnie, la nôtre en tout cas. Ouais. Je pense que c'était aussi la table de tout Comorien. Et après venait un autre plat, c'est les bananes vertes, mais cette fois-ci du manioc, mais fait au lait de coco, avec du poisson, de la viande. C'était le clou du spectacle, cher Christophe. Bon, eh ben écoutez, ça donne envie. En tout cas, c'est une manière assez originale de rompre le jeûne, dont beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent cet après-midi n'ont peut-être pas l'habitude. Hein. On est très loin de la shorba, des briques, de la halela, de tout ce que l'on connaît sur les tables pendant le mois du Ramadan. Et c'est aussi en ça que c'est intéressant de découvrir d'autres cultures, d'autres manières. Hein, l'islam, de toute façon, les Arabes ne sont pas majoritaires dans l'islam, hein, force est de le constater. Alors les Comoriens sont arabes et africains, indiens, voire portugais. Donc tout ça à la fois. Ils ont tous là à la fois, ils sont tous là à la fois, et ils n'ont pas à rougir de leur arabité, ni de leur africanité, ni de leur indianité, ni de leur européanité. Alors, Mohamed Bajrafil, est-ce que lorsque vous étiez adolescent, vous saviez un petit peu ce que vous vouliez faire étant un peu plus grand, vers quoi vous vous destiniez? Alors, oui, parce que j'avais des modèles. Mes modèles, c'était mes maîtres. Et puis, il y avait mon père et mon grand frère qui me disaient que je devais être le meilleur en grammaire, le meilleur en fiqh. Le meilleur, donc, en grammaire, c'est nahou. En fiqh, là, je vous dis exactement les mots que mon père me disait. Le meilleur à l'école française. Le meilleur en tajwid, parce que j'avais, depuis très jeune, à l'âge de 5-6 ans, aussi commencé une carrière de lecteur du Coran dans les cérémonies religieuses, mais également dans certains concours, ce qui m'a permis d'avoir des enregistrements à la Radio Nationale à partir de l'âge d'à peu près 9-10 ans, et puis ce qui était le plus grand média de là-bas, et puis quoi d'autre, oui, donc je devais être le premier dans ces domaines-là, parce qu'on m'en parlait. Et je me disais, je devais travailler pour y arriver. C'était pas évident, aujourd'hui peut-être le dis-je, mais à l'époque, ça me semblait pas impossible, et je travaillais dans ce sens. Et puis j'avais une bande d'amis, de copains, qui était également dans cet esprit, et ce qui fait qu'on était dans une concurrence qui était plutôt très saine, parce que j'étais jamais content que quelqu'un ait une meilleure note que moi, et les autres également, et ce qui fait que on grandissait dans cet esprit-là. Et puis il y avait les anecdotes de mon papa qu'il me racontait par rapport à quand il faisait ses études. Il est aussi mon maître en sharia, en fiqh. Je gardais en tête ce qu'il me disait, quand par exemple il me disait que des fois il lui arrivait de réviser au pétrole lampant
jusqu'à 2 heures du matin, parce qu'il avait cours à 4 heures du matin avec son prof. Le subh là-bas, c'est aux alentours de 4 heures, 5 heures. Ah oui. Et qu'ensuite, n'ayant plus de pétrole, il devait descendre dans la capitale et continuer la révision de ses cours sous un lampadaire. Donc c'est des choses qui, très tôt, quand elles vous sont racontées, vous font comprendre que il faut savoir ne pas dormir la nuit lorsque l'on veut réussir. Et je suis dans les livres de théologie que l'on lisait, il y avait beaucoup de poèmes que l'on vous apprenait qui allaient dans le sens Yasur al-Bahr man talab al-Ali, celui qui cherche à avoir des perles doit apprendre à s'immerger dans les océans. Wa man talab al-Ula sahar al-Layali, celui qui cherche la réussite à être parmi les meilleurs ou à être le meilleur ou les places les plus élevées. Sahar al-Layali doit veiller les nuits. Tarum al-Wasla thumma tanamu laylan, tu veux réussir, tu vises la réussite tout en dormant la nuit comme tout le monde. C'est que tu te convaincs à voir l'impossible, ou des vers en persan qu'on nous disait celui qui souffre dans sa jeunesse vit mieux et bien quand il est grand. Donc il y avait toute une préparation psychologique à supporter les difficultés liées à l'apprentissage que l'on nous faisait. Et c'est comme ça que à 2 heures du matin, j'étais réveillé pendant 7 ans, depuis l'âge de 11 ans jusqu'à mes 18 ans, pour aller apprendre la grammaire arabe auprès de mon cheikh et oncle, le cheikh Abou Bakr Jamal al-Layl, que mon grand frère me mettait dans une petite chambre et me donnait un petit livre qui s'appelait Az-Zahr al-Mufid fi ilm al-Tajwid, à peu près une quarantaine, une cinquantaine de pages que je devais connaître par cœur pour tout ce qui a un rapport avec les règles de la lecture du Coran, donc à l'âge de à peu près 8-9 ans, ou même un peu avant, et j'étais nourri en fonction du nombre de pages que je connaissais par cœur. Et, ah oui. Et il me donnait un verre de jus et un morceau de pain, ce qui était un luxe. Quand j'arrivais à connaître une page par cœur, si j'en connaissais au bout d'une demi-heure, j'en connaissais 2, c'est parce que c'était le laps de temps entre 14h et 16h. Donc je devais pas dormir, mais plutôt travailler quand j'étais pas à l'école. Ce qui fait que je pense que j'ai dû faire à peu près 4 jours et j'ai tout fini. Incroyable. Mohamed Bajrafil, par quel concours de circonstances vous avez quitté vos Comores pour venir ici en France? Alors, juste pour finir sur le premier point, parce que la journée était ainsi faite, il y avait l'école coranique à laquelle tu partais le matin ou l'après-midi, c'est selon que tu avais cours à l'école française quand tu y étais déjà, mais si tu n'y étais pas encore, tu passes ta journée à l'école coranique, donc tu y pars juste après la prière de subh, aux alentours de 7 heures, tu dois être à l'école coranique, et on commençait par l'hymne national des Comores, c'est Surat Yasin, et à tue-tête, tout le monde lit Surat Yasin, ce qui fait que tout le monde connaît Surat Yasin par cœur. Ar-Rahman, pareil, Idha waqa'a, Surat al-Waqi'a, Idha waqa'at al-Waqi'a, donc sauf que les Comoriens, ils disent Idha waqa'a, ils disent pas Idha waqa'at. Donc c'était les incontournables, également Surat al-Mulk, tabarak alladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. Il y avait une fois qu'on a fini cela, eh bien on était initié donc tu étais initié tout de suite à la lecture de l'arabe et de l'arabe au Coran, bien entendu, et chacun avait après son niveau à lui, sauf que avant de se lancer dedans, il y avait bien entendu cette formation à la lecture de ces chapitres que l'on lisait. Donc ce qui fait qu'à l'âge de
de 3 ans, tu connais Surat al-Mulk, etc., à force de les entendre, sauf etc. Et puis après, donc l'après-midi, tu allais à l'école et comment dire, tu faisais tes cours normalement et tu rentrais, tu avais, en tout cas mon cas à moi, je devais apprendre avec mon père des cours de fiqh, ensuite aller à la mosquée de mon père pour continuer les cours de fiqh et le soir réviser tes cours. S'il y a à manger, tu manges, s'il n'y a pas, c'est pas obligatoire, enfin c'est pas obligatoire dans le sens où il n'y avait pas tout le temps. Et puis je devais dormir entre 22h et 2h du matin, donc j'avais 4 heures de sommeil, après quoi on me réveillait pour aller apprendre la grammaire arabe, et c'était comme ça, cher Christophe, jusqu'à ce que j'arrive au collège, et ça a continué parce que au collège on avait plus de matière, et puis c'est comme ça que l'on continuait nos cours. Donc on faisait avec mon père des cours de fiqh, de tasawwuf, d'exégèse, de comment dire, de poésie liturgique, bref, c'était comme ça que je passais mes journées, ce qui fait que je jouais très peu parce que d'abord je ne sais pas jouer comme je vous ai dit tout dans la première partie, parce que je n'avais pas trop le temps de jouer, et puis je suis pas très bon joueur en réalité. Je devais jouer au foot, et quand j'avais le droit à 2 heures de jeu, mon grand frère m'avait donné droit à 2 heures de jeu par semaine. Quand je voulais aller jouer au foot, les joueurs, mes amis, savaient que j'étais pas bon joueur, donc ils me demandaient de réciter le Coran avant qu'ils m'acceptent dans une équipe, parce qu'ils se disaient que peut-être que je servais à rien en étant dans une équipe. Et puis quoi d'autre? Donc j'ai continué la vie comme ça. J'aimais beaucoup la poésie, j'écrivais de la poésie en arabe et en français. J'avais aussi commencé à écrire quelques livres en arabe, 2 et 1 en français à l'âge de 12 ans. C'était un peu dans cette ambiance-là que j'ai grandi, et j'aimais beaucoup les conférences qui se faisaient au CNRS, Centre National de Recherche et Documentation Scientifique. Donc j'y allais dès qu'il y en avait, parce qu'il n'y en avait pas tout le temps, sauf qu'il y a une forêt qui sépare ma ville natale de cet endroit, et ça faisait peur en fait. Et au Comores, il n'y a pas d'animaux sauvages, il n'y a pas d'animal sauvage. L'animal sauvage là-bas, c'est le chien errant. Mais bon, ça nous faisait quand même peur quand t'as 13-14 ans et que tu dois traverser une forêt à minuit, 1h du matin, tout seul ou avec un jeune de ton âge. Mais j'avais réussi à embarquer mon prof de tajwid, ou c'est peut-être lui qui m'a embarqué parce qu'il voulait peut-être me lancer m'encourager, Cheikh Salih Wana, qui est mon chef en tajwid, qui m'emmenait, qui m'accompagnait à pied. On traversait à peu près 5 kilomètres qui séparent les deux villes. On les faisait à pied pour venir assister à des conférences en français. Généralement, c'était avec des spécialistes qui venaient de France, de partout. Et j'ai eu par exemple dernièrement un contact avec un monsieur qui s'appelle Jean-Claude Penrad, qui est devenu maintenant un collègue, mais il était chercheur, maître de conférence à l'école des hautes études en sciences sociales, spécialiste, anthropologue spécialiste du soufisme et des pratiques soufis dans le Mashrek, donc dans les pays arabes, notamment en Syrie, ainsi que dans l'océan Indien. Et j'ai eu le plaisir dernièrement d'échanger avec lui, et je lui ai rappelé le petit garçon que j'étais et qui aimait bien lui poser des questions quand il venait aux Comores. Bien entendu, il se souvenait plus de moi, mais moi je me rappelais encore qui il était, le professeur Penrad, et puis d'autres comme Eli Kiambokolo, que j'ai eu l'occasion également de rencontrer à travers ces conférences-là. Donc c'était un grand historien spécialiste de l'histoire africaine, qui est également directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales.
très très bon. Je vous conseille, je conseille nos auditeurs à suivre ces émissions sur RFI, notamment Eli Kiambokolo raconte les grands moments du tiers-monde. C'est les émissions d'autrefois, mais ou Mémoire d'un continent. Vraiment, pour ceux qui sont intéressés par l'histoire de l'Afrique, je leur conseille vivement de suivre ou de chercher à se procurer ces émissions qu'il faisait sur RFI et que je suivais de mon petit bled natal jusqu'à la terminale. J'ai eu mon bac et je devais en fait partir aux États-Unis, cher Christophe. Oui. Mais alors, ne bougez pas. On va finir dans un instant pour cette troisième et dernière partie avec Mohamed Bajrafil, qui est notre invité. Vous nous avez vraiment raconté sans perdre aucun détail, et c'est très bien ainsi, de comment vous avez vécu votre enfance. C'est vrai qu'on peut, nous qui avons grandi en France, pour beaucoup d'entre nous, on peut se dire oh là là, ça a quand même dû être difficile quand même tout ça. Hein. Mohamed Bajrafil, cette enfance un peu compliquée, comme vous disiez tout à l'heure. Parfois on mangeait pas parce qu'il y avait pas, parce que voilà, il n'y a pas les moyens. Écoutez, ça fait réfléchir tout ça et c'est très intéressant. Mohamed Bajrafil, dans un instant. Pourquoi avoir choisi la France plutôt que les États-Unis, où vous deviez partir, ce que vous nous disiez il y a quelques instants? Et puis votre premier Ramadan, lorsque vous êtes arrivé en France, je pense qu'il a dû être pas mal celui-là. On en reparle dans un instant pour finir ce Mon Ramadan à moi avec Mohamed Bajrafil, qui est notre invité aujourd'hui. Ramadan à moi, présenté par Christophe, sur France Maghreb et France Maghreb 2. Mon Ramadan à moi avec notre invité aujourd'hui, Mohamed Bajrafil, pour cette troisième et dernière partie. Mohamed Bajrafil, vous nous disiez juste avant la pause que vous deviez normalement partir aux États-Unis. Pourquoi finalement vous n'êtes pas parti aux États-Unis et vous avez atterri plutôt ici en France? Alors, pour deux raisons. La première, c'est que, en fait, j'attendais une réponse. En fait, c'est aux États-Unis ou au Canada, l'Université de Toronto, précisément, dont j'avais rempli le dossier. J'attendais une bourse, en fait. Et je ne sais pas si elle est venue un jour. En tout cas, je l'ai pas eu. Parce que je pensais que j'étais censé, là-bas, celui qui a une bourse, qui a le bac avec mention au-delà de mention bien et au-delà, il avait droit, enfin, entre guillemets, à une bourse, mais bon. Donc on m'avait parlé d'une possibilité de partir aux États-Unis. Quelqu'un m'avait parlé de Harvard parmi les membres du gouvernement. Je devais d'ailleurs être reçu par le président de la République. Ça aurait été la seconde fois, mais finalement il est mort. Il devait me recevoir le lundi et il est mort le jeudi. Ah oui. Il est mort le jeudi précédent, le lundi. Donc peut-être que quelque chose se serait joué, mais si on fait le monde avec des si... c'est sûr. Finalement, on n'avancerait pas d'un poil. Et donc finalement, la deuxième raison, c'est que ma chérie se trouvait ici et je devais venir la rencontrer, ce qui m'a motivé à faire ma demande d'inscription en France. Et j'ai eu les orientations de quelqu'un qui m'était très cher et que j'ai perdu brusquement l'année dernière. Que je considère comme mon deuxième papa, qui s'appelle Bakri, qui lui avait vécu en France, était un des champions de questions pour un champion d'ailleurs, ouais. Julien Lepers. Il m'a parlé de l'université d'Hydro parce que c'était proche de là où habitait ma femme, mon épouse, que je venais rejoindre, et c'est comme ça que je me suis inscrit. J'ai demandé à être inscrit à Paris 7. J'ai fait la demande, ou plutôt les démarches auprès du consulat de l'ambassade de France aux Comores. Apparemment maintenant ça s'appelle Campus. Et en réalité, dès l'époque, on parlait déjà d'immigration choisie, parce que je me rappelle que
certains devaient passer des tests de français, bien que nous fassions tout notre enseignement en français et en arabe dans certains établissements. On nous faisait passer des tests, je ne sais pas pourquoi. Bon, en tout cas, moi, j'en ai pas passé. On m'a demandé de choisir la discipline que je voulais faire, et comme mon père m'avait dit de pas faire du droit, ben, j'ai fait lettres et voilà, lettres et linguistique. Voilà, cher. Donc vous êtes docteur aujourd'hui en linguistique d'ailleurs. Oui, oui. Ouais. Mais alors, je ne soigne pas. Oui, bien sûr, bien entendu. Mohamed Bajrafil, pour aller très vite, votre arrivée ici en France, ça a dû changer quand même des Comores. Votre premier Ramadan, donc en tant qu'homme marié, très jeune d'ailleurs, vous arrivez en France. Premier Ramadan en France, est-ce que vous en souvenez et quelle saveur avait-il? Disons que j'ai un peu retrouvé le Ramadan sur le plan familial, hein, parce que je suis arrivé dans la belle famille et il y avait du monde et on mangeait ensemble. Et puis ma maman, parce que je vous ai dit que le terme belle-mère n'existe pas. Ouais. Bien, disons qu'elle faisait tout pour pas que je sois dépaysé, donc je retrouvais à peu près les mêmes plats que ce que je mangeais au Comores, parce qu'elle est aussi d'origine comorienne. Et donc c'était pas, comment dire, très difficile, d'autant plus que c'était en hiver, parce que je suis arrivé ici en 99, donc c'était pas difficile. Et ensuite, je dirigeais la prière le soir à la mosquée, la prière de Tarawih. Donc ça va, c'était parce que j'ai été imam, assez vite. Imam en 99, aussitôt que je suis arrivé en France, à Comble-la-Ville. Très bien, ouais, à Comble-la-Ville en Seine-et-Marne. Donc finalement, c'est votre femme qui vous a fait venir en France. Oui, pour dire les choses clairement, oui. Maintenant, très rapidement, Mohamed Bajrafil, vous êtes papa, vous avez des enfants. Quel genre de papa vous êtes avec vos enfants en matière d'instruction religieuse? Est-ce que vous êtes un papa cool, un papa qui met la pression quand même? Comment ça se passe? Non, je mets pas de pression. Il y a mon fils qui me regarde. Non, je leur mets pas la pression. Par exemple, pour le mois de Ramadan en cours, ils sont tout jeunes, les miens. Donc, il y en a un qui a 10 ans, il en a fait 3. Et il voudrait les faire entièrement, mais je lui dis qu'il le fasse à sa guise, notamment les jours d'école, il le fait pas parce que de toute manière il est à l'école toute la journée. Mais non, je leur transmets les enseignements religieux que j'ai reçus. Bien entendu, l'environnement n'est pas le même, les défis ne sont pas les mêmes, les réalités non plus. Mais depuis qu'ils sont nés, moi, je leur parle en arabe, c'est leur langue maternelle, en tout cas venant de moi. Et puis, non, en fait, de nature, je suis plutôt assez câlin, donc j'arrive pas à crier sur les enfants. Je suis pas très bon. Peut-être pas très bon pour ça. Très bien. Alors, Mohamed Bajrafil, pour terminer cette émission, il y a une petite tradition dans cette émission. C'est un choix à faire sur 3 questions que je pose. Alors, la première, je sais pas si vous allez finalement y répondre, quoique pas si, vous devez connaître. Est-ce que vous êtes plutôt shorba ou halila pour rompre le jeûne? Les deux, mon capitaine. Un choix quelque peu difficile, Médine ou El-Quds? El-Quds, étant donné les conditions dans lesquelles elle se trouve actuellement, mais Médine parce qu'il s'y trouve le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis dernière petite question, est-ce que vous êtes plus favorable à un État laïque, comme par exemple la France, entre guillemets, ou à un État religieux? Plutôt laïque. Ouais. Parce que je pense qu'en réalité, c'est ce vers quoi on devrait tous aller, parce que on voit à chaque fois que on veut utiliser la religion pour instaurer une quelconque organisation. C'est généralement la vision d'un groupe qui l'emporte, et c'est en cela que c'est dangereux. On devrait pouvoir justement, ici par exemple en France, on vit
Il n'y a pas de pression d'un groupe sur un autre, même si nous sommes aujourd'hui menacés par ce que moi j'appelle le laïcitite, qui est une maladie. En réalité, il faut veiller à garder un système politique où le religieux au sens classique du terme ne décide pas de ceci ou cela. L'organisation, en fait, on est de toute manière dans des systèmes d'État qui sont de plus en plus centralisés, au sens où plutôt décentralisés, au sens où les pouvoirs régaliens en réalité sont ceux qui sont détenus par l'État, mais le reste, les libertés individuelles sont poussées au maximum. C'est au fond ce type de société que j'appelle de tous mes voeux, et pas une société où on aurait des gens qui, de par Il est 16 heures. leurs opinions, imposeraient telle ou telle vision à tel ou tel groupe de personnes. On voit ce qui se passe aujourd'hui dans les pays musulmans, et c'est pas quelque chose à souhaiter. Merci beaucoup, 1000 fois, Mohamed Bajrafil. On a passé un super moment avec vous, pour avoir participé, répondu, avec autant de gentillesse. Donc cette émission Mon Ramadan à moi. Très très vite, Mohamed Bajrafil. Présenté par Christophe sur France Maghreb et France Maghreb 2. Christophe. Ouais. Non, c'est bon, j'ai dit, je disais au revoir en fait. Je dis